Nouvel épisode d'échange authentique avec aujourd'hui Virginie Adèle. Bonjour Virginie, Bonjour Stéphane, comment vas-tu très très bien. Et en toi? ce beau jour de juillet presque ensoleillé? Presque, Presque, presque. presque. Belle saison en ce moment. Je vais bien, merci, c'est gentil. Je suis super content de t'avoir. C'est un peu un retour d'ascenseur parce que tu m'avais invité il y a pas très longtemps sur ton sommet, sur une interview et bah, j'avais vraiment apprécié échanger avec toi et je suis super content que tu acceptes de venir parler avec moi ce matin. Eh ben, écoute, avec grand grand plaisir. Bon, c'est génial. Ben, on va commencer direct dans le vif du sujet. Tu peux te présenter, Virginie? Je te laisse faire. Oui, bah oui. Alors, donc je m'appelle Virginie Adèle. J'habite à la campagne, au sud de la région parisienne. Et donc j'ai 52 ans, j'ai trois grands-enfants, je suis mamie maintenant. Voilà, donc déjà un beau palmarès. Félicitations. Merci. Une très très grande joie. Donc j'ai eu plusieurs carrières professionnelles. J'ai commencé dans l'industrie pendant 9 ans. J'étais technicienne dans un service recherche et développement. Ensuite, j'ai eu envie de changer. Donc, j'ai passé le concours pour être enseignante, pour être instite, professeure des écoles. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 15 ans. Et puis, bah, de nouveau, envie de changer parce que la fatigue, un peu de découragement par rapport aux conditions d'exercice, hein, évidemment, pas par rapport aux enfants. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause des enfants que je suis partie, mais pas du tout, non, Mm, ni des parents. Voilà, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. C'était plus fatigue du métier parce que bah, un peu de découragement, quoi, hein. Clairement, les conditions d'exercice, c'est pas toujours simple. Et donc, bah, effectivement, là, ça a été différent de me poser la question, on en parlera plus tard, hein. mm. Qu'est-ce que j'allais faire après? Ça a été un peu différent de la première fois, de la première reconversion, mais en tout cas, j'étais pas très inquiète, juste me dire qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne donc mon public de cœur, on va dire, c'est les enseignants, parce que voilà, j'ai gardé un pied dans le métier, évidemment, enfin en tout cas pas dans le métier en tant que tel, hein, puisque j'ai démissionné de l'Éducation nationale, mais auprès des enseignants qui pour moi restent un public de cœur, parce que j'adore les enfants et que bah, si on ne prend pas soin des enseignants, forcément, qui va prendre soin des enfants, hein? Mm. Et j'accompagne aujourd'hui, voilà, des personnes, surtout des personnes, pour l'instant des individuels. À terme, j'aimerais bien faire du coaching de groupe parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup, et notamment du coaching d'équipe d'enseignants. Ça, c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Parce que Alors, bah, c'est quelque chose qui est difficile aussi, hein, l'ambiance dans les équipes, quand, quand les conditions sont compliquées. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Voilà. on va en reparler parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Puisque je te rejoins dans le clan des démissionnaires de l'éducation nationale, pour d'autres raisons ou les mêmes, ou une sorte de lassitude aussi. Mais c'est bien, c'est intéressant qu'on en parle et c'est intéressant de sensibiliser sur ce point-là. Il y a un vrai manque, il y a un vrai travail à faire sur ce domaine-là. Bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Clairement. Bon, super. Eh ben, écoute, je vais rebondir sur ce que tu m'as dit. On va essayer de partir du début. Tu as travaillé dans l'industrie. Déjà, est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'était plus on va dire, une suite logique de tes études et de ce qui se passe généralement? C'est-à-dire qu'on se laisse emporter par la vague et puis on arrive où on doit arriver, mais sans forcément choisir. Dis-moi tout. Oui, c'est carrément ça. Effectivement, j'avais la chance d'être bonne élève sans trop forcer. Donc, effectivement, études scientifiques et techniques, hein. J'ai fait un bac E. Hmm. Pour les plus anciens, ça leur parlera. Les plus jeunes, ils se diront, c'est quoi ce truc? Maths, C'était physique, dur. techno. Voilà. Ouais, oh, c'était bof. Moi, j'aimais bien, donc c'était pas forcément très dur, hein. Mais c'était très sympa. Et puis derrière, bah, l'électricité, c'est quelque chose qui me plaisait, électronique, etc. À l'époque, c'était un peu nouveau, hein, entre Hmm. guillemets. Et donc voilà, j'ai fait un DUT génie électrique. Ça me plaisait bien et je me suis dit, bah, pourquoi pas travailler là-dedans. Et voilà, effectivement, carrière, première partie de carrière, un peu comme tu dis, on se laisse embarquer. Mais ça me plaisait, hein, c'était chouette. En plus, j'étais dans un bureau d'études, donc toujours différent, pas trop de routine, ça m'allait bien. Hmm. C'était chouette. Il n'empêche qu'au bout de 9 ans, c'est ça, tu m'as dit 9 ans, ah, bon, Ouais, l'envie d'autre chose. oui. Comment ça se manifeste? Ça peut être très intéressant. Comment ça se manifeste, justement, ou comment ça s'est manifesté pour toi? Ça s'est manifesté par
Alors, je sais pas si on peut dire ennui, c'est pas vrai, parce que, comme tu dis, c'était quand même assez différent. Puis j'ai changé de service entre-temps, donc c'est pas vraiment de l'ennui. Je dirais que c'est plus une certaine lassitude quand même de se dire, Mhm. bon, j'ai l'impression que je pourrais faire des choses plus intéressantes, plus différentes. Voilà, je pense que le côté curiosité n'était pas suffisamment satisfait. Puis Ok. évidemment, une petite frustration aussi peut-être au niveau de la reconnaissance, hein. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de ça. Le côté, ouais, ben, finalement, je m'investis, mais si je m'investis plus, ça marchera pas plus. Enfin, j'ai pas vraiment d'opportunité Mhm. d'évolution. Si je veux évoluer, il faut que je bouge. Donc voilà. Et donc, tu décides d'aller vers le métier qui a le plus de reconnaissance au monde. Ah. Celui qui a forcément des perspectives d'évolution énormes. Ouais, c'est carrément ça. Donc, enseignant. Bon, bienvenue. Excusez-nous, les enseignants qui sont en poste, on se vexe pas. Voilà. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Donc, et donc pourquoi alors? Et ben pourquoi? Je pense qu'entre-temps, j'avais eu mes enfants. Hmm, Et voilà, plus l'intérêt, effectivement, enfin, de retourner peut-être à des choses plus basiques par rapport plus naturel. Basique, c'est pas le bon mot, plus hmm, naturel en fait, hein, qui est l'évolution des enfants, l'instruction, l'éducation. Enfin voilà, c'est des choses qui m'appelaient en fait, qui me plaisaient. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas en faire mon métier. Et effectivement, parce que en fait, je regardais large, hein. Je me disais qu'est-ce que je vais faire voilà, après ça. J'aurais pu continuer dans le technique, hein, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui m'a complètement. Ça me fatiguait pas, en fait, le technique, hmm. j'aimais bien. C'est juste que bah, déjà, dans le technique, quand tu es une femme, au départ, c'était pas gagné. En tout cas, voilà, faut revenir, Oui, 20 parce que, ans. voilà, il y a 20 ans, voilà. À l'école, ça allait, hein, effectivement, il commençait à y avoir des filles, mais dans le milieu professionnel, c'était déjà pas si facile. J'ai eu des refus où on a osé m'avouer que c'était parce que, bah, non, une femme, Super. voilà. Bah, j'ai trouvé ça bien qu'on ose l'avouer, parce que finalement, ils osent, bah, évidemment, ils l'écriront jamais, hein, mais de toute façon, la raison était là, donc autant le dire. Donc, bon, je savais que c'était un frein. En plus, j'avais 3 enfants. Donc, voilà, double frein. Et en fait, c'est ce qui m'a fait me tourner vers les concours de la fonction publique au départ. Hmm. En me disant, là, au moins, c'est anonyme. Voilà, on vise juste des résultats, en fait. Et puis, bah, puis voilà, comme je te disais, hein, l'attrait des enfants, ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Je me suis dit, bah, Mhm. pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je me suis Oui, puis, éclatée, bien sûr. oui, parce que tu t'es investi. Enfin, je te connais un petit peu. Je sais que tu as dû te lancer à corps et âme dans ce, dans ce challenge. Mais Euh, oui. Qu'est-ce que tu en retiens de ces années, puisque tu vas quand même rester 15 ans dans l'éducation nationale? Euh, c'est quoi les enrichissements? Qu'est-ce que tu apportes? Alors, bien sûr, venant des enfants, j'en doute même pas, parce qu'ils t'apprennent 100 fois plus que beaucoup d'adultes. Mais Clairement. voilà. Comment tu vois cette période, toi? Alors, beaucoup de découvertes, effectivement, parce qu'en plus, enfin, ce que j'ai adoré dans le côté professeur des écoles, c'est qu'on enseigne à peu près toutes les matières, hein. Hmm. Je dis à peu près parce que j'avais la chance d'être dans une équipe où on s'entendait super bien et où on partageait certaines matières. Donc, il y a certaines matières, effectivement, où on déléguait, entre guillemets. Super. Ouais. Et je trouvais ça chouette. Et puis aussi d'aller dans les classes des autres, c'était aussi sympa. Donc beaucoup de découvertes, effectivement, beaucoup de belles rencontres, parce qu'effectivement, il y a les élèves, bien sûr, mais il y a aussi les parents, il y a aussi les collègues. Et voilà, il y a beaucoup de belles rencontres dans tout ça, hein, ça c'est clair, avec bah, des valeurs communes, évidemment, hein. Si on est dans ce métier, c'est quand même pas complètement par hasard, même si des fois les chemins pour y arriver sont un peu différents, mais en tout cas, c'est pas complètement par hasard. Donc ouais, très très riche, période très très riche, beaucoup de choses à apprendre évidemment parce que bah, transmettre, c'est pas forcément si naturel. Moi, je l'avais déjà fait auprès de copains ou de copines comme ça, ou donner quelques cours particuliers, tu vois, quand j'étais jeune. Donc je me disais, bon, pourquoi pas? J'avais des petits frères et sœurs aussi, donc voilà, un peu cette expérience-là, mais c'est tout. Et j'avais jamais fait de colo, par exemple, tu vois. Beaucoup d'enseignants ont déjà fait des colonies de vacances, etc. Moi, je n'avais jamais fait.
Et en fait, bah voilà, forcément très très enrichissant, mais ça te demande effectivement de te remettre en question par moment, de dire bah là, j'ai un peu merdé là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc Ouais. ouais, la communication avec les collègues, etc., c'est super important, quoi. Et tu arrives au bout de ces 15 ans d'enrichissement, de plein de bonnes choses, nouvelle lassitude. Alors, il y a eu déjà une première période de fatigue. J'avais pris une année D'accord? sabbatique déjà avant, au bout de 7 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, j'avais pris une année sabbatique. Donc, je m'étais retrouvée en famille, etc. Parce que c'est vrai que j'avoue que je m'étais dit que, comme mes enfants étaient jeunes, ça me permettrait aussi de suivre un peu mieux leur scolarité, d'être plus dedans, ce qui est Mm, complètement faux, évidemment. Je pense que, je pense que j'ai mieux suivi avant d'être enseignante qu'après. Enfin bref. Et puis les Heureusement, ils ont un cordonniers sont papa aussi. souvent, et les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Va voir, Oui, on sait ce que c'est. c'est ça. Donc, non, mais c'était bien cette année sabbatique aussi, parce que ça m'a permis justement de me retrouver, de remettre un peu au centre aussi les essentiels, Mm, parce que bah, à force de courir, au bout d'un moment, tu sais, je savais plus où j'en étais, j'ai l'impression de courir tout le temps et de dire, mais je cours après quoi, au fait? mm. Donc, j'ai eu besoin d'une première pause. Ensuite, j'ai repris en me disant, bon, puisqu'on a droit à 3 fois des congés sabbatiques sur une carrière, si je fais ça tous les 7 8 ans, ce serait pas mal. Et puis en fait, les circonstances ont un peu changé et comment ça s'appelle pas congés sabbatiques, on dit ça, mais Les les dispos, ouais. dispos pour convenance personnelle n'ont plus été acceptés parce que, ben, comme tout le monde le sait, hein, le métier n'est plus aussi attractif et il n'y a plus assez de monde. Et là, j'ai commencé à me dire, waouh, en fait, si je suis fatiguée, je fais comment là? J'ai plus de, voilà, j'ai plus de moyens. Donc, bon, le côté, je me suis sentie un petit peu prisonnière, tu vois. Mm. Ça, je pense que ça, c'est venu toucher quelque chose de très important pour moi parce que j'ai une valeur liberté très, très importante. Je ne m'en rendais pas compte, en fait. Mais, et c'est venu toucher ça, je pense. Et voilà, il y a eu aussi un épisode un peu plus douloureux quand il a fallu que j'aille voir mon papa qui n'allait pas bien du tout. Mm. Et ben en fait, pour effectivement s'absenter de ta classe hors congé scolaire, ben, c'est pas si simple. Mm. Alors, effectivement, hein, c'est aussi le côté, on se met des fois des barrières là où il n'y en a pas. Je veux dire, la plupart des gens auraient dit, je vais voir mon médecin, il m'arrête, il n'y a pas de problème, tu vois. Sauf que moi, ça ne m'est même pas venu à l'idée parce que voilà, pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai cherché à voilà, demander une autorisation par la voie légale normale. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, parce qu'en fait, il y a personne. Concrètement, c'est là qu'on se rend compte que c'est une grosse, grosse machine, quoi. Mm. Et je pense qu'à ce moment-là, du coup, c'était quelques années avant que je démissionne, hein, mais à ce moment-là, je me suis dit, non, mais là, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce que bah parce qu'en fait, je me sentais à la fois prisonnière et à la fois, je me suis dit, s'il y a le moindre problème, je n'ai personne. Alors que au niveau de l'équipe, ça se passait bien, hein. Mon directeur Mm. m'a appuyé, l'inspectrice m'a appuyé. C'était pas, voilà, les premiers échelons, on va dire hiérarchiques, il n'y a pas de souci. Par contre, derrière, on se rend compte que bah, une grosse machine qui demande du temps, et même pour les urgences, en fait. Il y a pas d'écoute. J'ai déjà eu des collègues qui me disaient qu'ils avaient eu des gros soucis dans leur vie professionnelle, hein, Mhm. un problème à l'école. Et il y a normalement un numéro avec un psychologue pour contacter un bureau d'urgence. Mais voilà, il y a juste un numéro, quoi. Il n'y a personne derrière. Le C'est ça. numéro. Et ça, c'est Ouais. terrible de se dire que oui, il y a des Mm. choses comme ça. Et je pense que voilà, à ce moment-là, il y a eu ce déclic de me dire, là, finalement, je me sens plus à ma place. Voilà. Et donc, tu arrives à ce moment-là là où tu te dis, bon, il faut que je m'arrête. Prendre cette décision d'arrêter, je l'ai vécu. De du métier, on va dire, de fonctionnaire, et je vais pas dire la planque, mais en tout cas l'endroit sûr, quoi. T'as un métier à vie, enfin avec une garantie de salaire qui rentre, avec une garantie d'emploi, avec une garantie de tout ça. Et là, tu décides d'arrêter. Ouais, Comment ça se passe? Parce qu'il y a une prise de risque quand même chez ouais. toi et puis dans ton entourage aussi.
Alors, il y a une prise de risque. Alors, mesurée quand même, parce qu'effectivement, je ne suis pas seule. Faut relativiser les choses. Je ne suis pas Bien sûr, seule. Voilà, mon conjoint avait encore un travail, même si des fois, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, c'est sûr, hein. bien sûr. Mais voilà, donc prise de risque, soit, mais pas forcément aussi importante que si ça avait été quelques années auparavant. Faut relativiser les choses, bien sûr. Et surtout, je pense que c'est une question de balance. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit que je risquais beaucoup plus ma peau en fait à continuer qu'à Mm. arrêter. C'est à un moment me dire, mais en fait, bah, j'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance d'avoir quand même un minimum de bagages, un minimum d'expérience professionnelle, d'être encore curieuse, d'avoir encore envie d'apprendre. Et je dis, mais enfin, voilà, il n'y a pas de raison en fait que je trouve pas autre chose à faire. Voilà, je pense qu'il y a eu cette réflexion de se dire, non mais t'es pas bonne à acheter quoi. Enfin, c'est pas parce que c'est vrai que je dirais que la deuxième reconversion était différente dans le sens où je me suis dit, sur le marché du travail, 15 ans dans l'éducation nationale, c'est pas forcément top sur un CV, quoi. Clairement, voilà, je me le suis dit ça. Je me suis dit, ouais, bon, je suis pas sûre que ce soit très vendeur. Donc, il y avait ce côté, effectivement, cette Mm. peur de se dire, je suis peut-être pas très attractive sur le marché du travail. En même temps, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être l'occasion de voir les choses autrement. Et, j'avais déjà été salariée, enfin voilà, dans l'industrie, déjà été fonctionnaire. Je me dis, mais en fait, entreprendre, t'as jamais essayé, en fait, puisque tu as une valeur liberté qui se réveille sacrément bien, là, finalement, ce serait peut-être le bon plan. Et j'ai commencé à me renseigner comme ça, en fait, sur ce que c'était que l'entrepreneuriat, ce qu'il fallait, parce que voilà, j'ai personne qui est entrepreneur dans ma famille, hein, donc Mm. pas vraiment de modèle, beaucoup d'idées reçues. Et voilà. Puis finalement, je me suis dit, waouh, ça a l'air super rigolo. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai envie d'essayer. Ouais. Comment ça se passe, ce départ de l'éducation nationale? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent cette question. Administrativement, il y a un accompagnement, il y a quelque chose. Enfin bref, comment on démissionne de l'éducation nationale? Moi, je Oui, sais. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question parce que quand j'ai pris ma décision, eh ben, je me suis dit, il faut que je cherche comment on fait. Mhm. Parce qu'effectivement, on n'a pas de contrat de travail hein, quand on est dans l'éducation nationale, contrairement à quand on travaille dans le privé. Et j'ai commencé à chercher du coup sur Internet, forcément. Et ben, j'avais de tout et n'importe quoi, je ne savais pas Mhm. trop. Je me suis dit, bah oui, mais même le délai, normalement, il y a un préavis quand même. Je ne trouvais rien d'officiel. Et j'ai eu la chance, en fait, on a eu alors ça s'appelle un conseiller RH de proximité, voilà, parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à il y a quelques temps. À ce moment-là, quand je me suis posé la question, il y avait une conseillère RH qui est arrivée dans le département et donc j'ai pu aller lui poser la question. Donc concrètement, on écrit à l'inspection. Alors pour le primaire, c'est l'inspection académique. Mhm. On écrit à l'inspection académique par voie hiérarchique, évidemment. Il faut que ça passe par l'inspecteur d'éducation nationale. Et voilà, on annonce sa démission. Alors c'est pareil, ça c'est quelque chose qui m'avait un peu surpris et je lisais qu'il fallait demander l'autorisation. Et je suis tombée des nues là, parce que je me Mhm. dis, comment ça, demander l'autorisation de démissionner? Ben non, si on démissionne, c'est que, enfin, on annonce, on informe, on ne demande pas. On peut demander un congé, on peut demander, enfin, voilà, une augmentation, pas dans l'éducation nationale, mais dans l'absolu, on peut demander des Ça se choses. saurait. Mais démissionner, Ouais. Mhm. enfin, c'est une décision personnelle. Je veux dire, on peut pas empêcher les gens de partir. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des choses un peu. Ouais, on met beaucoup de barrières en fait. On met beaucoup de barrières. Ce qui, à mon avis, est une très mauvaise idée parce que de toute façon, quand on manque de monde, c'est pas en retenant les gens qui veulent partir que ça va résoudre le problème. Parce Ça, que c'est du coup, sûr. ça Mhm. décourage ceux qui veulent rentrer, qui se disent, oh là, quand on y est, apparemment, c'est compliqué d'en partir. Je me dis, c'est bien de laisser partir les gens qui veulent partir, de leur laisser cette possibilité, voire de les accompagner. À à ma connaissance, ça ne se fait pas vraiment encore à part par les conseillers RH de proximité, hein, mais qui Mhm. sont un peu débordés parce que voilà, en général, il y en a très peu, hein.
Mais voilà, ça se fait un petit peu comme par ce biais-là, mais pas tant que ça, quoi. Ça commence, ça commence. Ouais. Toi qui es un peu plus dans ce domaine-là, tu as une idée de chiffre à peu près de nombre d'enseignants qui quittent l'éducation nationale. J'ai pas de chiffres et j'ai pas fait de recherche, il faudrait que je le fasse, mais est-ce que de ton côté, Non, t'as un j'ai peu pas des recherché infos non là-dessus? plus. Non? J'ai pas Non. cherché non plus parce qu'en fait, il y a en plus différentes façons de le faire. Il y a beaucoup d'enseignants qui, bah, c'est vrai que ça fait peur quand même de partir, de démissionner parce que, alors, la procédure derrière, quand on a informé de la démission et que la lettre a été reçue, c'est qu'on est en général reçu par un inspecteur d'académie ou son adjoint pour s'assurer en fait que c'est une décision réfléchie, que c'est pas un coup de tête, que la personne va bien. Donc ça, c'est quand même un minimum, effectivement, de se dire qu'il y a quand même ce petit filet de sécurité, de se dire on va pas laisser les gens partir parce qu'ils ont envie de se mettre une balle dans la tête, hein, Mhm, mhm, mhm. c'est déjà pas mal. Et, en fait, bah ça, ça peut être un peu décourageant. Enfin, en tout cas, je pense que ça fait peur, ce côté, passer cette barrière. Et il y a beaucoup d'enseignants qui finalement se disent, d'envisager vraiment ça, je vais prendre une dispo. Ouais. Donc, il existe des dispos de droit, notamment pour élever les enfants. Donc, maintenant, c'est jusqu'à 12 ans. Et il y a beaucoup d'enseignants qui se réfugient, entre guillemets, derrière ça, c'est-à-dire qu'ils se disent, je vais me laisser souffler un peu et puis je vais réfléchir. Parce que c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, c'est pas toujours le bon moment Mhm. pour prendre des décisions. Moi, j'avais déjà pris un petit peu de recul par rapport à beaucoup de choses, en me mettant un peu en protection, en me disant, ah là, hein, faut attention, ça va Mhm. être le moment de partir, commence à prendre un peu des distances par rapport à certaines choses. Fais attention de ne pas te rendre indispensable, hein, parce qu'on aime bien des fois se rendre indispensable. C'est, bon, ça fait du bien, quoi. Donc voilà, j'avais un petit peu largué quelques amarres avant de démissionner. Et c'est vrai que ça fait partie des choses, ouais, la dispo est beaucoup utilisée Ouais. pour prendre un peu ce temps de réflexion et voir un petit peu, prendre un peu la température du monde extérieur, entre guillemets, sortir la tête de l'eau pour se dire, là, je vais me poser et je vais réfléchir à ça. Mm. Ça, c'est un point qui est important et que j'ai noté moi aussi dans l'éducation nationale. Cette coupure, entre guillemets, entre le monde de l'éducation nationale ou pas, peu importe, et le monde extérieur, si j'ose dire. On a vraiment quand même un rythme de vie différent, des contacts différents, et on a l'impression parfois qu'on est un peu coupé du monde. Ouais. Je sais pas si tu l'as vécu toi aussi, mais c'est vrai que c'est un domaine un peu particulier, quoi. Alors, peut-être moins que certains, mais je l'ai vécu aussi, bien sûr, hein, Ouais. dans le sens où mon conjoint n'est pas dans l'éducation nationale, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en couple avec quelqu'un qui est aussi dans l'éducation nationale, et du coup, ça augmente ce côté, parce que on fréquente beaucoup de profs finalement, hein, Mhm. parce que faut pas se cacher, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'école, on fait des projets quand on se rencontre, etc. On parle beaucoup d'école, même à l'extérieur. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi de la particularité, je dirais. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a poussée à me dire, mais j'ai envie d'accompagner des enseignants, parce que je trouvais ça triste à chaque fois que j'entendais des enseignants dire, non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je continue, parce que qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je sais rien faire d'autre. Alors que c'est des gens qui ont des compétences vraiment énormes dans beaucoup de domaines, et parfois ils se disent qu'ils ne savent rien faire d'autre et qu'ils ne sauraient rien faire d'autre, parce que le monde extérieur, c'est l'image qu'on renvoie aussi aux enseignants, hein. C'est-à-dire, ah oui, mais vous savez pas ce que c'est, le monde du travail. C'est Le un peu monde du ça, hein. travail, parce qu'en fait, ils travaillent pas eux, en fait, Non, c'est mais ça. c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Non, mais vous êtes toujours resté à l'école, quoi, hein. Le monde du travail, vous savez pas ce que c'est, quoi. Ok, bon, bah, on va le noter celui-là. Tiens, qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand? J'irai, je serai C'est prof, et ça. après j'irai travailler. Ça, mon fils me l'a dit un jour, hein, donc d'abord j'irai, je serai prof, et après j'irai travailler. Donc tu vois quand même qu'il n'a pas forcément. Bref, bon, revenons sur ces deux expériences de reconversion qui sont un petit peu différentes. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces périodes-là? Parce que c'est des périodes charnières d'une vie, et je pense qu'on a pas mal de gens qui nous écoutent et qui sont justement dans ce questionnement. Qu'est-ce qu'on retient de cette envie et de ces périodes où on décide de changer presque et de faire des virages, on va dire, à 180 degrés ou presque? Ben, je pense que c'est des moments où, en fait, on se recentre un peu et on regarde un petit peu ce qui est important pour nous, ce qu'on aime faire. Enfin, en tout cas, Mm. moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que je fonctionne beaucoup à...
je pense, hein, c'est une grosse conviction que j'ai, qu'on est bien meilleur dans ce qu'on aime. Donc, si on fait quelque chose qu'on aime, on a moins l'impression de travailler, hein. Le Mm. côté, oh, c'est lundi, oh, j'y vais vendredi, on l'a quand même moins quand on fait quelque Ouais. chose qu'on aime. Donc, je pense que c'est une phase où forcément, on se pose la question de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce que parfois les autres pensent aussi ou perçoivent de nous. Ça, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est intéressant, d'aller Mm. questionner les autres pour savoir ce qu'ils perçoivent de nous, parce que finalement, ben, comme je te disais, hein, les enseignants qui se disent, ben, qu'est-ce que je ferais d'autre? Ben, en fait, ils voient même pas en fait tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc, passer par le regard extérieur, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et être accompagné, franchement, c'est top aussi. Moi, c'est vrai que la première reconversion, je l'ai fait seule parce que Ouais. bah, passer un concours, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être accompagné pour ça. Mais la deuxième, ouais, j'ai fait recours à des personnes pour m'accompagner parce que du coup, c'était différent. Mm. Sauter le pas seul, je pense que ça aurait été plus compliqué, en fait. Mm. Bon. Et donc, on arrive maintenant donc à faire du coaching. Comment l'idée vient déjà? Combien l'envie vient? Et, et comment on le fait, en fait, tout simplement? Comment on se réoriente là-dedans? Alors, bah, au départ, l'idée, donc comme je disais, je me suis dit pourquoi pas entreprendre. Et là, la deuxième question qui vient tout de suite, c'est oui, mais quoi? Mais quoi? Ouais, Qu'est-ce que je vais c'est bien faire, beau. hein? Voilà. Et donc là, bah, forcément, on passe par qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai déjà fait, et qu'est-ce qui existe, parce qu'il y a tout ça en fait. Et en fait, bah, j'ai découvert à ce moment-là le métier de coach. C'est-à-dire que je connaissais absolument pas. Pour moi, quand on me disait coach, je pensais coach sportif. Donc voilà, Non, je c'est pas n'allais ton pas truc? plus Non, loin. non, c'est pas. Non, non, moi je suis Non. très sportive du dimanche. Donc non, bon, c'est pas bon. J'adore le sport, mais pas, voilà, pas pour la compète. Et du coup, ben, je me suis dit, ah, bah tiens, je vais aller voir ce que c'est parce que je sais pas trop ce que c'est en fait, ce métier-là. Et ben, en fait, ce que j'ai vu m'a bien plu. Donc, Mhm. j'ai dit, ah bah oui, ça c'est quelque chose qui me plairait. Donc, je me suis renseignée. Et puis, ben, comme je suis quelqu'un d'assez scolaire quand même, à la base, je me suis dit, ben, forcément, pour être coach, il faut une formation. Donc, je me suis renseignée sur les formations de coach. Voilà. Mhm. Donc, j'ai fait une école de coaching et ben, quand j'ai démissionné, en fait, j'ai retravaillé en intérim pour me payer ma formation, puisque ben, quand on vient de l'éducation nationale, on a un CPF, mais il est public. Et C'est le ça. CPF public, on ne peut pas l'utiliser. Donc, il était bloqué. Donc, je dis, Mhm. ben, c'est pas grave, je vais me la payer, hein. Mhm. Donc, Bon, voilà, je me suis formée en fait par une école parce que ben, pour moi, c'était évident qu'il fallait une formation pour faire ça. ok. Et les coachs, il y en a plein. Donc tu disais, ça pourrait être coach sportif. Il y a plein d'orientations et c'est vrai que ça, on va dire qu'ils se reproduisent pas, mais il y en a de plus en plus actuellement. Euh, comment comment on décide de choisir quand même un domaine qui te connaît, que tu connais, pardon, et dans lequel tu as évolué, et de se dire, voilà, je vais essayer d'aider, je dis bien essayer, d'aider et d'accompagner les enseignants. Pourquoi ce domaine-là? Bon, bien sûr, tu le connais, mais Parce que c'est ce qui me faisait le plus, c'est ce qui résonnait le plus en fait, c'est ce qui me faisait ouais, le plus vibrer. Je continuais forcément à aller à l'école où j'exerçais parce que voilà, j'avais laissé pas mal de collègues que je connaissais. Et puis voilà, intervenir différemment, hein, accompagner des classes en sortie scolaire, pour des sorties vélo ou pour des voyages scolaires. Enfin voilà, ça c'est des choses qui m'ont bien plu en fait parce que on est de l'autre côté finalement. On n'est pas du côté organisation, on est juste du côté hmm, accompagnateur. C'est vachement sympa. je, je suis Et là, juste là, c'est bien déjà. Voilà. c'est ça. Et du coup, bah, je continue à voir les collègues souffrir. Voilà, et je me dis, mais c'est pas possible. Je me rendais pas compte peut-être de l'intérieur aussi à quel point ça pouvait être douloureux. Hmm, Donc, je pense qu'on partage à l'intérieur. Donc,
on dilue quelque part en partageant. Et là, venant de l'extérieur, je me suis dit, waouh, waouh. Et Ouais. voilà, donc comme ça fait toujours écho chez moi, et je pense que j'ai besoin de peut-être de guérir une partie qui n'a pas été encore guérie aussi, hein, c'est possible, hein. Donc, en tout cas, soulager la souffrance des enseignants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'ailleurs de lancer un podcast, parce que je me dis, ben, même si les enseignants osent pas demander d'aide, parce que c'est aussi c'est le premier pas, hein, c'est demander Mm. de l'aide, c'est pas si évident que ça. Moi, je suis passée par là, donc je comprends, hein. Au moins, voilà, j'essaye de donner des petites clés pour aller mieux, pour soulager, pour voir les choses autrement, pour voir des choses positives. Enfin, voilà. L'idée, c'est ça. Génial. Juste, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il faut pas non plus qu'on noircisse complètement le tableau. Il y a aussi des profs et des enseignants qui vivent bien, hein, et qui Mais le bien vivent sûr, bien. Voilà, voilà, parce que c'est vrai que je me faisais la réflexion depuis tout à l'heure, mais c'est vrai aussi que bah, quand on se sent pas bien dans son métier, et parfois dans le privé, bah, on a tendance à pouvoir se dire je me réoriente, je pars sur autre chose, je me reconvertis, je fais une reconversion. C'est plus difficile dans ce monde d'enseignement. Donc effectivement, puis bon, c'est pas toujours la solution, la reconversion. Comme tu disais, tu aides des exactement. étudiants à aller mieux. Et ça aussi, et je suppose que tu vas avoir probablement dans les gens que tu accompagnes, des gens qui finalement mettent juste des choses en place tout en restant enseignants, et finalement le vivent mieux. Exactement. Exactement, parce que parfois, je disais, on est nos propres geôliers, on est nos propres tortionnaires, hein. C'est-à-dire Mm, que on s'impose des choses que personne d'autre nous demande, en fait. On s'impose beaucoup de réussite au niveau des élèves. Enfin, on va se reprocher, voilà, les élèves qui réussissent pas, on va se le reprocher systématiquement, alors que bah, des fois, il y a aussi un côté, oui, il n'y a pas de structure pour accompagner. Enfin, on parle d'inclusion, hein. Les mm, élèves avec handicap, on les inclut dans les classes. Très bien. Sur le principe, c'est très bien. Sur le papier, c'est très bien. Après, dans les faits, ben, effectivement, il y a des handicaps qui sont quand même compliqués à gérer dans un groupe et souvent sans aide. Parce que voilà, c'est là surtout le problème. On peut intégrer des gens avec handicap, mais il faut un peu de formation, il faut un peu d'aide, parce que parfois ça nécessite d'avoir une personne presque à plein temps pour s'occuper de cette personne, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc Mm, voilà, il y a des conditions en fait qui sont pas réunies. Parce que sinon, dans l'idée, évidemment que c'est génial. Les enfants, ils sont bien entre eux et c'est super de leur faire ouvrir justement ouvrir les possibilités, de se rendre compte que bah oui, tout le monde est différent et qu'on peut fonctionner avec mm, des gens différents. Moi, je trouve ça super. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et comme tu disais, hein, il y a des enseignants qui le vivent très bien. Et justement, je pense que c'est aussi parfois retrouver un peu le lien entre les gens qui vont bien et les gens qui vont moins bien. Tu vois, avant de démissionner, j'avais demandé par exemple une année à mi-temps mm, parce que je m'étais dit, ben, je me voyais bien me former au coaching en fait et avant de partir. Et puis peut-être j'aurais continué un petit peu, hein, je sais pas en fait, ça aurait peut-être duré plus longtemps que ça. Je me serais mm, dit, bah, finalement, l'équilibre me va bien à mi-temps, etc. Sauf que le mi-temps a été refusé parce que, ben, voilà, pour les raisons qu'on évoquait, hein, pas assez d'enseignants, donc beaucoup de choses qui sont refusées. Et voilà, c'est ce qui fait que j'ai démissionné en fait. mm. Donc effectivement, à mi-temps, on le demande. Une démission, on ne la demande pas. Voilà, on en revient un peu à ça. Donc oui, je pense que oui, oui, effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui vont bien, heureusement. Et c'est aussi une des raisons qui m'a aidée à partir, parce que il y avait aussi un peu de culpabilité. Quand j'ai voulu partir, je me suis dit, mais tu abandonnes le navire. Mm, Vraiment, il y mm, a eu cette petite voix qui me dit, mais t'es complètement égoïste, juste, voilà, parce que toi, tu sens qu'il y a des petits trucs qui vont pas très bien, là, tu abandonnes le navire. Et je me suis dit, non, mais arrête, quoi, t'es pas toute seule, t'es pas la seule à pouvoir faire ce métier. Il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont être pleins d'énergie et qui vont faire ça peut-être même mieux que toi. Tu vois, et c'est ça aussi. C'est pour ça que je me dis que faut pas empêcher les gens de partir parce qu'en fait, c'est bien aussi qu'il y ait du sang neuf. Donc, mm, voilà, mm. faut renouveler, il faut laisser la place aux jeunes. Et tu vois, quand j'avais demandé ce mi-temps, en fait, j'avais donné comme argument, parce que je me suis dit, faut que je leur donne un petit truc pour qu'ils m'acceptent, que je pouvais accueillir, que j'acceptais d'accueillir un jeune parce que bah, je perdais un peu.
à la passion du métier, mais que j'avais quand même un peu d'expérience à transmettre, me semblait-il, et que ça pouvait être intéressant pour un jeune, et que bah, je me disais que le souffle de la jeunesse, ça pouvait me faire du bien aussi. Voilà. Mais apparemment, c'était pas un argument suffisant. Non, bon, bah tant pis. Bon. Parlons apprentissage à l'âge adulte, puisque c'est quand même le thème du podcast. Euh, je voudrais commencer par ton expérience, parce que tu décides de reprendre des cours, donc de remettre au coaching, mais d'apprendre, en passant par une école. Alors, comment on apprend quand on est en train de se reconvertir? Donc, ça fait qu'il y a quelques années, tu avais une quarantaine d'années, c'est ça, peut-être un petit peu plus. Ouais, ouais, un peu plus. Comment on apprend à cet âge? Comment tu l'as fait, toi? Tu t'es peut-être même pas posé la question, d'ailleurs. C'est vrai que je me suis pas posé la question. C'est clairement, je me suis pas posé la question. En fait, je crois que j'ai toujours aimé apprendre, déjà. Hmm, Donc, on va dire que c'est plus facile. Mais tu vois, pour extrapoler, j'ai pu constater aussi qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas l'école et qui ont retrouvé le goût d'apprendre adultes. Parce hmm, que justement, ils ne comprenaient pas le sens de l'école en étant jeunes. Pour eux, c'était obligatoire, donc c'était une corvée, c'était quelque chose d'imposé. Ils ne voyaient pas de sens à ça. Ils avaient envie de faire d'autres choses. Les gens hmm, qui sont manuels, notamment, hein, c'est souvent le cas. Et c'est après, à l'âge adulte, qu'ils ont vu l'intérêt. En fait, je pense que c'est ça. C'est quand on voit l'intérêt, en fait, quand on voit le but, quand on se dit qu'on a envie de faire quelque chose et que c'est une étape essentielle, en fait, on se pose même pas la question, je crois. Ouais, je crois que je me suis hmm. pas posé la question parce que bah, je voulais être coach et je me suis dit, non, mais enfin, ça s'improvise pas, quoi. Accompagner les gens, ça s'improvise pas, donc il faut que j'apprenne. Et ouais, c'était une évidence pour moi, je crois. Ouais, on a un certain degré de conscience et de connaissance de soi qui fait qu'on sait un peu plus aussi comment on fonctionne et un peu plus où on va. Ouais, effectivement. Mais de toute façon, le but et la base du coaching, hein, c'est quand même le goal setting, c'est-à-dire la fixation d'objectifs. C'est-à-dire tu rentrer dans du coaching sans se fixer un objectif, ça sert pas forcément à grand-chose. Mm, Je pense que c'est l'histoire de la vie aussi. On n'apprend pas si on n'a pas forcément c'est un ça, objectif final. c'est ça. Et puis, du coup, c'était intéressant parce que bon, j'ai fait des études techniques, hein, scientifiques et techniques, je Hmm. le rappelle. Donc, forcément, j'avais pas mal de choses à voir au niveau psycho et tout. J'ai trouvé ça super intéressant, quoi. Puis je C'était suppose des que tu choses que, continues. Pardon. bah, bien Vas-y, je t'en sûr. prie, je t'en Ah, prie. mais bien sûr, bien sûr. Mais c'était, tu vois, il y a eu des choses que je connaissais pas du tout. Et évidemment, je pense qu'effectivement, une des spécificités, peut-être, d'apprendre à l'âge adulte, c'est qu'on relativise par rapport à notre propre vécu, en fait. Je pense que les mêmes cours dispensés à 20 ans n'auraient pas eu le même effet, en fait, sur moi à 40, évidemment. Il y a aussi ce côté-là, effectivement, c'est qu'on relativise par rapport à une expérience de vie. Et c'est peut-être plus facile d'apprendre finalement à l'âge adulte, tu vois, je suis en train de me dire, parce que, parce qu'en fait, on digère les choses en même temps qu'on les découvre, tu vois. Ouais, Ce qui n'est pas ouais. forcément le cas quand on est très jeune. Parlons de ton métier actuel. Donc là, tu accompagnes des adultes, Ouais. donc dans leur reconversion. Euh, Est-ce que tu utilises des choses particulières, des petites techniques, on va dire, qui leur permettent justement de se remettre à l'apprentissage ou en tout cas de se remettre à une forme de curiosité vers le monde extérieur? Ça peut être ça aussi. Euh, voilà, c'est quoi ton retour d'expérience sur justement cet apprentissage à l'âge adulte par rapport à ce que tu fais dans ton métier? Alors, je dirais qu'il y a une première phase, alors c'est pas forcément chronologique, hein, mais en tout cas, Ouais. il y a une phase d'observation. Une phase d'observation qui, du coup, est plus facile quand on échange avec quelqu'un, il me semble, parce qu'effectivement, comme moi, je leur pose des questions, en fait, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils aiment. Alors, pas, voilà, c'est pas aussi raccourci que ça, hein, évidemment, mais voilà, je leur pose des questions sur leur fonctionnement, sur leur vécu, sur comment ils déroulent une journée, dans quel moment ils sont bien. Je pense que enfin, une des clés, je pense, c'est ça, c'est s'observer dans les moments où on est très bien, dans les moments où on se sent vraiment, les moments de plénitude, je dirais. J'aime Mhm. bien dire ce mot-là parce que quand on se sent plein, en fait, hein, on sent que nos valeurs sont épanouies, enfin, sont remplies, nos besoins sont remplis. Voilà, s'observer dans ces moments-là et essayer de trouver des points communs sur les types d'activités, par exemple, Mhm. qu'on fait et qui nous remplissent à ce point.
Parce que finalement, trouver ses valeurs, c'est pas, on en parle beaucoup, hein, respecter ses valeurs, les valeurs hautes, etc. Mais c'est pas forcément si simple parce que c'est pas, enfin, après, ça dépend des générations. Je me rends compte que les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Mm. Mais voilà, les gens d'une quarantaine d'années, par exemple, c'est pas si simple. Les valeurs, c'est pas quelque chose qu'on utilisait, c'est pas un terme forcément, c'est pas une notion qui est très simple à appréhender. Et je trouve qu'on l'appréhende mieux comme ça, quand on s'observe dans les moments où on va très bien, où on voit pas le temps passer, où ouais, on se sent super bien, quoi. Mm. Donc déjà, apprendre à s'observer comme ça, à observer ou déjà se remémorer dans un premier temps des moments où on était bien, des moments où qu'on aimerait revivre. Souvent, ça se voit sur le visage des gens d'ailleurs, hein. Quand on est en visio, par exemple, on voit les gens d'un seul coup, le visage qui, voilà. Ah, là, on tient quelque chose là. Mm. Et donc, dans ce développement ou cet accompagnement, là, tu as quelques exemples de gens que tu as pu accompagner et voilà, pour avoir un petit peu l'image qu'on peut avoir et des orientations vers lesquelles ils sont partis. Tu as quelques retours à nous donner quelques anecdotes, peut-être, je sais pas. Alors, je pense à une personne en particulier, Ouais. effectivement, qui s'est redécouvert des talents de couturière. Donc, venant de OK. l'enseignement, hein. Forcément, c'est quelque chose c'était un hobby, hein, on va dire, un hobby qui n'était pas forcément pratiqué parce que Mm. par manque de temps. Donc, retrouver le goût en fait de coudre et finalement se dire, mais en fait, ben, en fait, il y a des gens qui en font leur métier, pourquoi pas moi? Et voilà, c'est quelque chose qui part vraiment. J'aime bien cet exemple parce que finalement, ça part de soi, quoi. Mm. C'est pas regarder une liste de métiers comme moi j'ai fait, hein. J'ai regardé une liste de métiers et puis je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais là-dedans, enfin voilà, pour essayer de m'inspirer. Elle est vraiment partie d'elle-même en se disant mais en fait j'aime bien ça. Alors voilà, notre départ se dit ah bah oui, il y a des gens qui font leur métier. Ouais, mais est-ce que je peux faire ça maintenant à mon âge? Donc enquête terrain. Mm. Voilà, on appelle des personnes qui en vivent et ben, comment ça se passe, quelles études vous avez faites. Comment vous faites au quotidien, etc. Et puis on se rend compte que ben oui, en fait, c'est possible. Mm. Donc après, les choses se mettent en place en fait. Parce que là, il y a l'objectif. L'objectif, il devient réaliste. Parce qu'en fait, concrètement, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui le font et que finalement, ce qu'elles ont fait, ben, on peut peut-être le faire aussi. C'est pas quelque chose d'inatteignable. Il n'y a rien de, il y a pas un don, il n'y a pas une baguette magique qui est passée par là. Il y a eu une phase d'apprentissage, effectivement, et voilà, et puis travailler sur soi, hein, bien sûr, parce que ben, changer de carrière quand c'est un gros changement comme ça, parce que bon, quand c'est changer d'entreprise, mais qu'on reste dans le même corps de métier, on va Mm. dire, c'est effectivement pas forcément des gros changements. Bon, après, ça peut être aussi difficile, hein, pour certaines personnes. Quand on a plusieurs années d'expérience dans une entreprise, des fois, on se dit aussi que, bah oui, mais dans une autre, est-ce qu'on va savoir parce que c'est complètement différent, etc. Donc voilà, faut pas, je minimise pas la chose, hein, mais juste, c'est pas le même type de changement, en fait. Et ouais, j'ai trouvé ça super inspirant comme reconversion, en fait. Je me posais la question en t'écoutant. Tu vois une différence dans la reconversion d'enseignants parce que tu accompagnes aussi parfois des gens qui ne sont pas enseignants à la base, un petit peu aussi sur leur Oui. reconversion. Tu vois une différence dans l'approche ou dans ce process, on va dire, ou ce processus de reconversion? Euh, Ou pas, hein? alors, Les enseignants sont des êtres humains comme tout le monde, hein. la différence que je vois, c'est qu'en fait, il y a peut-être une plus grande marche au départ. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. vraiment, je pense, il y a quand même un carcan au départ, se dire que tu vas quitter la fonction publique, par exemple. Alors, c'est Mm. pas forcément, hein, quitter la fonction publique, d'ailleurs, hein, ça peut être se reconvertir dans la fonction publique, mais en tout cas, quand tu commences à envisager de quitter la fonction publique, il y a quand même une grosse marche, il y a beaucoup de peurs qui sont là, en fait, qu'il faut Ouais. rassurer. Hein, c'est pas à éliminer parce que ça marche pas. Faut les rassurer, il faut les comprendre, les écouter, les rassurer.
Et en fait, quand la motivation derrière, quand on a trouvé quelque chose qui vraiment nous motive et qu'on se rend compte que c'est possible, après, derrière, par contre, le switch se fait très vite. Ouais. Mais ouais, au départ, il y a peut-être une plus grosse marche par rapport à des personnes qui travailleraient dans le privé, Mm. qui ont finalement un peu plus cette sensation d'incertitude quelque part au quotidien, qui est moins présent effectivement dans la fonction publique, où on se dit que bon, finalement, enfin, avant d'être viré, c'est possible, hein, mais bon, Oui, c'est le grand saut quand même de partir, hein, faut être honnête, c'est un voilà. saut Je dans pense, l'inconnu et dans des choses qu'on ne maîtrise pas voilà, je dirais que forcément. c'est Mm. voilà, c'est surtout la petite différence. Sinon, après le Mm. reste, effectivement, c'est pas si différent en fait. Bien, super, on se rapproche de la fin de l'interview. Si tu avais un conseil aux gens qui sont en train de réfléchir en ce moment à leur reconversion ou qui hésitent peut-être à rester, mais en essayant d'évoluer à l'intérieur de leur entreprise ou de leur école. Voilà. Lequel ce serait? Quel serait ce conseil? Alors, si j'en avais qu'un, c'est ne pas rester Ouais, seul. ouais. Ne pas rester seul. Peu importe à qui on s'adresse, mais en tout cas, ne pas rester seul, ne pas s'isoler. Voilà, ne pas s'isoler. Parce que je pense que ça, par contre, c'est un vrai danger. Je veux dire, Hmm. quand on parlait de souffrance, comme tu l'as rappelé très bien, il y a des enseignants qui vont très bien, et heureusement, et c'est quand même, je pense, la majorité. Mais quand ça commence à ne pas aller bien, ne surtout pas s'isoler. Hmm. Et c'est peut-être le premier signe sur lequel il faut être attentif, en fait. Quand on commence à ressentir l'isolement, parce que souvent on a l'impression que c'est les autres hein, qui veulent, voilà, qui nous repoussent, qui nous... mais du coup, quand on commence à ressentir ça, je pense que c'est un moment où, au contraire, il faut aller chercher quelqu'un à qui se confier. Ça peut être un psy, ça peut être un conjoint, ça peut être des collègues. En tout cas, voilà, vider son sac, parce que je pense que ça, c'est super important, Hmm. soit pour rebondir, hein, pour retrouver un souffle et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et travailler dessus, soit pour se dire, ben, peut-être qu'il est temps pour moi de faire autre chose. Ouais. Bon, super, super. Tes projets, Virginie, sur les prochains, tu m'as dit j'ai des orientations vers du coaching d'équipe, etc. Est-ce que ça, ça serait faisable à mettre en place là au niveau de l'éducation nationale? Comment on pourrait les accompagner, ces enseignants là encore mieux? Ah, bah, moi, j'espère que c'est quelque chose qui va se faire parce que bon, c'est quelque chose qu'on observe dans la fonction publique en général. Ça commence à se mettre Hmm. en place, hein, Ouais. le coaching de transformation, comme on appelle ça. Euh, Bah, dans l'éducation nationale, c'est souvent un des derniers endroits où ça se fait, ce genre de choses, parce que, bah, pour plein de raisons que j'ignore, sans doute d'ailleurs en partie, hein, mais en tout cas, ouais, moi j'ai bon espoir que ça puisse se mettre en place dans les années qui viennent. Parce il y a clairement un besoin et que je pense que maintenant, c'est reconnu, hein, au niveau Ouais. de la hiérarchie, en tout cas, hein, parce que Hmm. au niveau de la hiérarchie, je pense que c'est reconnu et ça fait partie des choses qui peuvent se mettre en place. Ouais, moi, j'espère vraiment. Ouais. Bon. Et sinon, allez voir Virginie Adel, qui s'occupera de vous, qui va petit à petit créer ces groupes, j'en suis persuadé, hein, tu vas les avoir, ces groupes de coaching, et je suis persuadé que tu vas aider beaucoup et accompagner beaucoup d'enseignants qui le vivent pas toujours bien, et c'est dommage parce que bah, au final, c'est quand même l'éducation de nos enfants quand même, hein, un petit Ouais, peu. ouais. Qui- Ouais, tu vois, Ouais, il y a un super projet que j'ai découvert il y a peu de temps, là, et j'en parle parce que vraiment, depuis que je l'ai ouais. découvert, j'adore. C'est un projet qui s'appelle Réconciliation. Et c'est un enseignant à la base qui est de Drancy, donc région parisienne, Mhm. et qui a développé en fait un peu des principes. En fait, il partage les principes qu'il a mis lui-même en place Ouais. dans ses classes. C'est un prof de lycée, prof de SES. Et depuis quelques années, il obtient 100% de réussite au bac. Donc ça, c'est le résultat tangible qui est Mhm. facile à mettre en avant, en fait, on va dire. Mais derrière, évidemment, il y a tout un travail de fond, il y a tout un... Et il le partage, il a partagé dans un livre, il a fait un film documentaire pour en parler. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur parce qu'en fait, il y a un groupe qui s'est créé, un groupe d'entraide. Et ils se partagent des astuces, ils se partagent leurs difficultés, etc. Et quand je parlais de ne pas rester seul, c'est ça aussi. Mhm. C'est trouver des groupes dans lesquels on peut s'impliquer, trouver du soutien, trouver de la motivation. Et voilà, ça c'est aussi ça, c'est quelque chose que je trouve chouette. Et j'en parle beaucoup depuis que j'ai découvert ça parce Ah, que je mais trouve ça génial.
Ouais. Mais c'est vrai, parce que pour ceux qui connaissent Drancy, c'est pas forcément les quartiers les plus faciles. Et réussir à avoir des résultats comme ça sur un secteur comme Drancy, c'est bien Mais même, c'est très ça, bien même. c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, voilà, il a montré qu'en fait, en plus sur des classes qu'il ne trie pas, hein, il n'y a pas de tri d'élèves, c'est vraiment Oui, une classe ordinaire, donc dans des conditions normales d'exercice, dans un lycée public, voilà, sans rien de particulier. Donc en gros, son message, c'est si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi, hein. Donc c'est pas, et c'est pas, enfin. Il le partage avec beaucoup d'humilité, ça j'aime bien aussi ce côté vraiment collectif. Voilà, formons un collectif mm, et aidons-nous, entraidons-nous et ouais, top. super. Merci Virginie. J'ai une dernière question, je la pose à tous les invités du podcast. Qu'est-ce que toi, Virginie, tu as appris récemment? Quelle est ta dernière expérience d'apprentissage? Ma dernière expérience d'apprentissage, intéressant ça. Ah oui. Ah ouais, super intéressant. Ma dernière. Ah, tu me poses une colle, là, j'ai pas réfléchi. Oui, mais c'est prévu, je te rassure. L'effet était escompté. Euh, Expérience d'apprentissage. Ah, super intéressant comme question. Je suis tellement je- sur je- plein de trucs. Ah ouais, Celle, la la dernière. première qui vient à l'esprit, la première qui vient à l'esprit. Mais alors vraiment, même à titre perso, c'est pas gênant. Ouais, ouais. Euh, mais je bug tellement, il y a plein de Bon, micro-trucs, tu vois? Plein de micro-trucs, mais finalement, même à titre perso, je, je pense que la dernière, à titre perso, parce que c'est peut-être ce qui est le plus prégnant en ce moment, c'est l'apprentissage de mamie. et oui, et oui. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial, ce côté apprendre à revoir en fait des étapes qu'on a déjà traversées en tant que maman, mais pas du Mm. tout sous le même angle, pas avec les mêmes responsabilités, pas avec les mêmes envies, pas avec les mêmes possibilités. Je trouve ça top. Je trouve ça top. Et je remercie vraiment mon fils et ma belle-fille de me laisser cette place parce que c'est chouette. C'est Bon, vraiment très, ça, très chouette. il n'y a pas meilleur apprentissage. Il n'y Ouais, a pas meilleure chose dans la vie. Et en plus, là, on y met du cœur et tout ce qui va avec. Donc là, ouais. on est dans les conditions idéales. Merci beaucoup, Virginie, de m'avoir donné un peu de ton temps. Merci à toi, Stéphane, c'est un plaisir, vraiment. Avec grand plaisir, moi aussi. On mettra toutes les informations à côté du podcast pour pouvoir prendre contact avec Virginie et pour tous les enseignants qui en ressentent le besoin ou même toutes les personnes qui se posent une question de reconversion. N'hésitez pas à prendre contact avec Virginie. En tout cas, allez-y les yeux fermés, je vous le conseille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane, et puis au plaisir. Au plaisir.